La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour le Business Club de l'Ouest. Hashtag la réussite est en vous. Bonsoir à toutes et à tous, c'est un réel plaisir de vous accueillir à nouveau pour votre Business Club de l'Ouest, l'économie décryptée par ceux qui la font. Et nous sommes très heureux de vous accueillir au sein de l'Atrium de la Banque Populaire Grand Ouest que nous remercions pour son soutien avec l'équipe de chroniqueurs du jour, à savoir Benoît Cattel, directeur général de la BPGO, Sophie Langouette-Prigent, vice-président de l'Université de Rennes, et Hugues Mély, le PDG de Niji et président de Bretagne Développement Innovation. Nous sommes très heureux de vous raconter l'histoire du deuxième quotidien national français imprimé, Le Télégramme, créé en septembre 1944 et qui aujourd'hui est présent sur tous les supports du print ou du numérique. Chaque jour, depuis Morlaix, 180 000 exemplaires se trouvent tirés, plus 30 000 en numérique. Alors c'est une véritable institution, 1250 salariés pour un chiffre d'affaires consolidé en 2024 de 230 millions d'euros. Une belle rédaction de près de 230 journalistes. Je vous demande d'accueillir son président, Édouard Coudurier. Merci beaucoup, Édouard Coudurier, d'avoir accepté cette invitation. Il y a beaucoup de choses à dire. Septembre 1944, c'est une date importante pour le Télégramme qui va devenir groupe Le Télégramme. Mais l'histoire, elle est même beaucoup plus ancienne et on vous parlera d'un ouvrage, Le Télégramme, un journal au vent de l'histoire, parce qu'il faut remonter quand même bien avant pour trouver trace de cette mission d'informer. C'est très important pour vous. Et ce sont des familles qui, au fil des décennies, eh bien, se sont jamais quittées pour donner ce titre qui est reconnu vraiment partout nationalement et même d'un point de vue aussi international. Oui, merci d'abord de m'accueillir et puis de célébrer le Télégramme. C'est vrai que c'est une histoire qui remonte au début de la Troisième République, dans les années 1870. Et donc avec un journal qui s'appelait l'Union républicaine du Finistère, créé par quelques Brestois, qui était un tri-hebdomadaire, qui est devenu ensuite la Dépêche de Brest en 1886, puis le Télégramme en 1944, après la guerre. Les 80 ans ont été fêtés vraiment tout au long de cette année 2024. Ça a été aussi un moment de communion aussi avec les lectrices et les lecteurs, parce que sans eux et ceux du numérique, c'est important de garder ce lien si important de cet ancrage local. Oui, c'est notre raison d'être. On est un petit peu le ciment de notre région. Là, pour les 80 ans, effectivement, on a publié un certain nombre de choses rappelant les grands épisodes des 80 dernières années. Puis après, on a fait une petite fête interne avec les salariés, les correspondants, les porteurs. Et effectivement, on fait partie intégrante de la région. Parfois, on peut avoir l'impression qu'on fait partie des meubles, mais en réalité, on est très actifs. Et très actif aussi pour promouvoir. On fait un peu une espèce de communication interne de la région. Et donc, ce rôle, effectivement, est essentiel. Vous parliez du devoir d'informer, de notre mission d'informer. Je pense que c'est essentiel. Aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué. On en parlera peut-être. Et donc, ce rôle est plus que jamais important dans le monde de plus en plus complexe dans lequel on vit aujourd'hui. Avant de passer aux questions, je vais reprendre une phrase qui a beaucoup de sens. Vous dites, Édouard Coudurier, les fondamentaux n'ont pas varié depuis ces 80 ans, informés encore et toujours avec rigueur et indépendance. Ces deux derniers mots font partie vraiment de votre ADN. Oui, rigueur et indépendance, et puis aussi un peu de fantaisie, de l'innovation. Il faut aussi que le lecteur ait envie de nous lire, et l'internaute aujourd'hui. L'indépendance, c'est essentiel. Alors l'indépendance, il faut que ce soit une indépendance économique. On n'est pas indépendant si on n'est pas indépendant économiquement. Puis après, c'est aussi une question d'indépendance d'esprit, d'indépendance par rapport à toutes les pressions possibles, d'où qu'elles viennent, de l'externe comme de l'interne d'ailleurs. Voilà, c'est indépendant, c'est jamais acquis, mais c'est essentiel. Benoît.
Bonjour, Président, merci de votre présence. Vous parliez du volet économique, ce serait l'objet de ma première question. Est-ce que vous pourriez nous décrire aujourd'hui ce qu'est économiquement le Télégramme, avec sa marque emblématique, son activité emblématique, et en même temps un groupe qui a su aussi y adjoindre nombre d'activités? Alors, oui, le Télégramme, si je raisonne le chiffre d'affaires, c'est 90 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est 600 salariés. Je compte le Télégramme et les télévisions, TBO, TB Sud, Via Média, la régie publicitaire et également Bretagne Magazine. Il y a aussi Mer et Marine, qui est un site de référence dans le domaine de la marine professionnelle, et puis le mensuel de Rennes, d'ailleurs, que j'oublie. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle notre branche média, donc, dans lequel il y a aussi Rivacom, agence de communication, qui est à la fois sur la partie média et la partie événementielle. Donc ça, c'est 600 personnes. Vous avez HelloWork, donc notre branche emploi, donc, qui est une société qui a été créée en 2000, qui compte également 600 personnes et qui est basée à Rennes et qui rayonne sur l'ensemble de la France. Et puis on a un secteur événementiel, donc avec des courses à la voile, dont la plus connue est la Route du Rhum. Il y a aussi la Solitaire du Figaro, l'Arkea Ultime Challenge Brest, qui a eu lieu l'hiver dernier, la Transat Paprec, et donc le Tour de Belle-Île. Et puis des courses à pied, des marathons. À Genève. Le marathon de Genève, le marathon de Nantes, le marathon de la Côte d'Amour, donc à Guérande, la Baule, qui a été lancée cette année. Il y a d'autres choses, je passe sur les triathlons, etc. Et donc, cette partie-là représente en moyenne une vingtaine de millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc l'ensemble fait 230 millions d'euros de chiffre d'affaires, à peu près une cinquantaine de personnes. C'est très variable, la partie événementielle. Donc les effectifs varient évidemment beaucoup en fonction des événements eux-mêmes et de l'organisation de ces événements. Et puis vraiment un ancrage aussi au niveau de la culture, si on dit les Franco. Alors voilà, j'oublie et le Printemps de Bourges. Les festivals, voilà, donc notamment les Francopholies à La Rochelle et le Printemps de Bourges à Bourges. Et puis quelques autres festivals qui sont faits en production des délégués, dans le cadre d'une société que l'on partage avec Morgan Productions, donc qui est un grand producteur vidéo. Donc voilà, il y a là, et si on inclut cette partie-là, on est plutôt à 250 millions qu'à 230 millions. Pour répondre économiquement, enfin, à votre question sur le plan économique. Sophie. Moi, je voudrais revenir sur votre structuration. En fait, on ne peut pas dire que le Télégramme est une entreprise familiale, mais il y a quand même une histoire, une saga familiale. Et donc, vous cochez la case familiale, en tout cas, mais j'aimerais bien que vous m'expliquiez. Et puis, je trouve qu'il y a des similitudes avec le mouvement mutualiste, très fort en Bretagne aussi. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces atouts qui souvent sont mis en avant en période difficile? Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je pense que tout ça, d'ailleurs, relève un petit peu de la même idée d'enracinement local, régional et d'enracinement avec l'ensemble de son écosystème, c'est-à-dire les partenaires extérieurs, les salariés, etc. Donc, pour répondre à votre question, le Télégramme, donc, avant la guerre, donc, c'était la Dépêche de Brest, lancée par un groupe de Brestois. Donc, il se trouve que, personnellement, mon arrière-grand-père a été recruté en 1900. Donc l'histoire remonte quand même assez loin. Et puis mon grand-père a pris la suite. Il a été recruté comme rédacteur en chef. Mon grand-père, donc c'était Louis Coudurier. Mon grand-père, Marcel Coudurier, a pris sa suite en 1925. Il a pris la direction de la Dépêche. Après, il a dû quitter le journal pendant la guerre. Il est revenu en 1944. Mon père, Jean-Pierre Coudurier, donc, est rentré à cette époque-là. Et donc, à cette époque-là, il y avait également d'autres familles, comme la famille Le Gorgeux, par exemple. Victor Le Gorgeux était l'ancien maire de Brest, avant la guerre, qui avait été démis de ses fonctions par le gouvernement de Vichy, parce que c'est un des parlementaires qui avait refusé les pleins pouvoirs à Pétain. Et donc, il a été le premier président du Télégramme en 1944. Et puis après, il est parti, il est devenu conseiller d'État, etc. Donc, la famille Le Gorgeux est toujours actionnaire. Il y a également une des familles qui était là à l'origine, la famille Collinet. Et c'est vrai, en 1944 également, l'ensemble des salariés de la société est devenu actionnaire du Télégramme. Et donc, certains sont restés, d'autres sont partis. Il y a aussi des enfants de salariés, bref, qui sont actionnaires, et puis d'autres salariés qui le sont devenus entre-temps. Et tout ça vit, j'ai envie de dire, il n'y a pas de...
On n'a pas des concepts ou des statuts extrêmement arrêtés sur ces sujets-là. On s'adapte un peu aussi en fonction des circonstances et des évolutions. C'est-à-dire qu'il y a de nouveaux actionnaires qui viennent, qui investissent dans notre activité, dans notre société, et puis qui sont là pour peut-être un certain nombre d'années, puis qui peut-être partiront. Tout ça vit, j'ai envie de dire, c'est un système capitaliste malgré tout, mais un peu à géométrie variable. Hugues. Information et désinformation. En quoi la paix qu'apportent les honnêtes gens de la première fait-elle ou pas bon ménage avec la guerre que livrent les brigands de la seconde? C'est un vrai sujet aujourd'hui parce que les brigands sont très organisés. Ils ont des moyens colossaux et des moyens techniques et technologiques qui n'existaient pas avant, parce que la désinformation a toujours existé. Et si on refait l'histoire de France, on trouve des tas d'exemples où on pourrait peut-être refaire aussi un peu le roman national. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, notamment par les réseaux sociaux, il y a une capacité de transformation de l'information, enfin de travestissement de l'information. Et puis, il y a les deepfakes qui font que on voit de fausses informations qui paraissent plus vraies que nature. Alors avant, on pouvait encore dire je ne crois que ce que je vois, mais aujourd'hui, on peut même plus dire ça, parce que même ce que je vois, ça peut être de la fausse information. C'est pour ça que je disais que le besoin d'information est encore plus important aujourd'hui que par le passé. Je pense qu'il y a aussi un devoir d'information de la part des citoyens, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se contenter de suivre quelques influenceurs, de gober tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, même s'il y a des choses très bien sur les réseaux sociaux, même si les influenceurs, ce sont des choses vers lesquelles nous allons aussi nous-mêmes, parce que l'information est de plus en plus incarnée. Et donc, voilà, il y a un travail très professionnel qui est fait par certains d'entre eux. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, les gens, enfin on le sait, c'est pas nouveau, et vous en êtes conscient aussi, quand on s'intéresse un peu à l'information, on voit qu'il y a des bulles cognitives, on voit qu'il y a voilà, des phénomènes de très grande ampleur et donc qui touchent des masses très importantes de personnes qui se laissent influencer, puis qui rentrent dans des trucs. Enfin bon, on a vu ce qui s'est passé aux États-Unis. Et en parallèle, vous avez des déserts d'information, alors notamment aux États-Unis, parce que les journaux aux États-Unis vivaient à 80% de la publicité. Et donc, il y a pas mal de secteurs où la chute de la publicité, qui entre parenthèses est pompée par les GAFAM, essentiellement, ces journaux n'ont pas résisté à la chute de la publicité. Donc, vous avez des zones où l'information écrite a complètement disparu. Alors, il n'y a pas que la presse. Il y a aussi il y a plus de télévision, de radio, il y a aussi d'autres médias, et il y a bien sûr Internet. Mais quand même, on voit que des médias disparaissent, et souvent ce sont des médias professionnels qui disparaissent, donc des médias qui payent des rédactions, qui ont un coût de réalisation et de diffusion de cette information, et puis sont remplacés par une information dont on ne sait pas trop d'où elle vient. C'est un peu le gros problème des réseaux sociaux, c'est l'anonymat qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe qui peut dire n'importe quoi. Et donc, le phénomène de la rumeur, on sait comment ça marche. Il faut un minimum... Il faut que ce soit plausible pour un minimum, et puis après, les choses s'enchaînent, et souvent c'est très bien fait, et c'est même fait par des professionnels de la fausse information. Enfin, on a vu les usines, je ne sais plus comment on les appelle, là, dans les pays de l'Est, qui produisent de la fausse information à longueur de temps. Donc la désinformation est un vrai problème, et nos amis les GAFAM ne nous aident pas beaucoup là-dessus. C'est pour ça que l'on a beaucoup de pédagogie à faire aujourd'hui dans le monde des médias pour être aussi les garants d'une information vérifiée et fiable. Je me suis livré sur un mot à l'innovation du groupe Telegram depuis 80 ans. 68, vous êtes les premiers, c'est une première, à mettre de la couleur dans vos pages. Dans les années 80, vous allez vous diversifier. Vous êtes déjà à l'heure des médias, la radio avec Radiogramme, viendra un peu plus tard TBO et TV Sud avec qui nous collaborons et nous faisons nos 3 chaînes en région Bretagne. 1996, vous prenez vraiment très vite la vague Internet. 1998, le dimanche, format le dimanche avec un format tabloïd que l'on retrouve aujourd'hui depuis 2002 avec une nouvelle formule, nouveau format. Et ça, c'est peut-être un mot qui est très fort chez vous. Lorsque l'on est adossé à la mer, on se retourne, que l'on soit à Brest ou à Morlaix, il y a la mer dans le dos. On est censé, obligé d'innover.
Oui, alors je crois que la Bretagne est une terre d'innovation, on le voit dans pas mal de domaines. Dans notre cas, effectivement, on est dos à la mer, et puis face à nous, il y a un très gros concurrent qui est Ouest France, qui est un excellent journal et qui a des moyens plus importants du fait d'une zone beaucoup plus importante. Et donc, tout ça nous a amené, puis ça, et sans doute aussi d'autres choses, nous a amené à essayer d'avoir toujours une longueur d'avance sur d'autres. Donc, parfois, l'avantage de la taille, puisqu'on étant plus petit que le concurrent, Il y a une agilité. on peut être un peu plus agile. Donc, c'est pour ça que c'est vrai que sur Internet, on doit être le deuxième ou le troisième journal. Je crois qu'il y avait à l'époque Libération, dernière nouvelle d'Alsace, et nous, on était le troisième en France à se lancer sur Internet en avril 1996. Donc, la concurrence, ça joue. Il faut savoir aujourd'hui qu'il n'y a plus que une seule région en France où il y a 2 journaux en concurrence, le Télégramme et Ouest France. Partout ailleurs, dans toutes les autres régions, vous n'avez plus qu'un seul journal. Et certains journaux qui ne sont pas en très bonne forme. Donc peut-être aurons-nous ici, enfin en France comme ailleurs, des déserts d'informations écrites dans les années qui viennent. Mais pour l'instant, cette concurrence nous a plutôt réussi. Oui. Benoît Cattel. Dans le prolongement de ce que vous venez d'indiquer, la presse, vous êtes un patron de presse régionale avec tous les succès qu'on vient de mentionner. Et en même temps, quand on réfléchit ou quand vous réfléchissez à 10 ans, je parle là du métier de la presse, donc le télégramme et l'ensemble des satellites que vous avez évoqués. Comment on raisonne, quels sont les grands vecteurs du travail, de la préparation de cette étape dans un contexte qu'on a évoqué où information et désinformation se mélangent. Comment vous concevez avec vos équipes cet avenir ? Dans le désordre, certainement. Je pense que personnellement, j'ai jamais été très à l'aise dans les plans pluriannuels, etc. En revanche, on travaille en équipe. C'est très collectif, le travail d'information d'un journal, et puis d'une manière générale, le travail que l'on fait maintenant avec l'ensemble de nos activités. Donc on discute pas mal, peut-être parfois un peu trop. On essaie de s'inspirer quand même aussi beaucoup de ce qu'on voit à l'extérieur. À une époque, c'est vrai qu'on a lancé beaucoup d'activités justement avec Internet, parce que c'était en 96, Internet, c'était une nouvelle frontière, comme on pourrait dire d'ailleurs aujourd'hui l'IA ou d'autres choses. Donc on s'est lancé à fond. On a lancé plein de choses. On a lancé un site qui s'appelle Celtimusic, par exemple, de musique sur Internet. Il y avait vacances.com qui aujourd'hui, à l'époque d'Airbnb, ferait un tabac. Enfin, il le faisait déjà à l'époque, mais bon, je veux dire, on a lancé des tas de choses des tas de choses, des réseaux de city guide, etc., des sites dans le domaine de la voile, du sport, beaucoup de choses qui se sont un peu cassées la figure. Donc en fait, notre méthode, c'était un peu de dire test and learn, ou bien on essaie des choses, et puis il y en a un certain nombre qui se cassent la figure, et puis d'autres qui marchent. Et c'est un petit peu des espèces d'études marketing, sur le terrain, finalement. Je pense qu'on a un peu fonctionné comme ça, et puis on a eu la chance aussi de travailler avec des équipes compétentes, des gens très, très motivés, et puis tout ça dans une ambiance relativement unie, et voilà, donc on était relativement soudés. Hugues Médy. Je m'y attends. Et Sophie après. Je m'y attendais pas. Donc beaucoup de diversification finalement qui représente une part significative du chiffre d'affaires aujourd'hui, c'est-à-dire plus que la moitié, si j'ai bien compté. Près de 60%, oui. Ouais. De quelle diversification avez-vous rêvé, et quelle diversification n'avez-vous pas encore faite finalement? Dans ces métiers de mise en relation, c'est quoi la corde qui manque à l'arc? En fait, c'est difficile de parler des projets avant de les lancer. C'est pas toujours prudent non plus. Non, je pense que on est assez à l'aise dans des choses qui ont un ancrage local, justement. Alors, je pense que ça vient un peu de nos origines locales. Par exemple, Hello Work, qui au départ était Région Job, c'était le site internet des régions. Aujourd'hui, c'est le numéro 1 français de l'emploi et de la formation, avec des plaques régionales, une marque nationale, des choses à l'étranger, mais ce savoir-faire aussi, cette présence, cette connaissance du terrain,
Et le fait aussi d'apprécier le terrain, d'apprécier les régions, les gens qui vivent dans les régions, etc. Eh bien, ça fait partie aussi d'un point commun avec le Télégramme. Quand on voit ce qu'on fait dans l'événementiel, même des choses comme les Francopholies au Printemps de Bourges ou la Route du Rhum, qui ont une audience nationale, en fait, c'est souvent des publics locaux ou régionaux, c'est des partenaires souvent locaux, c'est un engouement local et des synergies qui se font à l'échelon local. Donc voilà, c'est ce qui nous distingue peut-être, c'est cette idée qu'on a un ancrage local fort en Bretagne et ailleurs. Et donc, si on doit développer d'autres choses et faire d'autres diversifications, ce sera peut-être avec aussi cette... voilà, avec ce point commun. Mais je dis ça, et puis en même temps, ce sera peut-être complètement autre chose aussi. C'est aussi un peu l'opportunité. Non, surtout, on est dans des métiers, en fait, on voit beaucoup de monde. Et donc, on a des opportunités. Et c'est vrai, quand vous avez des gens sympas, talentueux, qui ont un bon projet, qui ont besoin d'un peu d'argent et d'un coup de main et d'un peu de soutien, on a aussi du mal à dire non. Alors maintenant, on dit un peu non quand même, parce que c'est pas toujours... il faut quand même une certaine cohérence dans ce qu'on fait. Mais en fait, souvent, ça a été ça, quoi. Les trucs qu'on a fait, c'est des rencontres avec des personnes. Et puis, on n'avait pas forcément la stratégie. Sophie. Donc, je viens de dire l'inverse de ce que j'ai dit juste avant, mais désolé. Sophie, pour la dernière question. Moi, je voudrais votre vision sur la nouvelle génération. Parce que comment faire pour que, effectivement, nos jeunes, ils regardent pas TikTok, mais qu'ils lisent le Télégramme. Est-ce que votre diversification vous aide à capter ce public-là? Est-ce que comment vous abordez cette nouvelle génération qui communique pas du tout de la même façon que nous? Oui, alors c'est effectivement une difficulté, il faut déjà les comprendre. Alors, des choses comme le Télégramme, en fait, on est un peu transgénérationnel. C'est-à-dire qu'on a évidemment une clientèle qui vieillit un peu, mais des parents ou des grands-parents, ils disent des choses pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants, et donc l'information s'échange comme ça et atteint les plus jeunes générations aussi. Après, moi, ce que je conseille aux jeunes, c'est de lire la newsletter d'Hellowork toutes les semaines, et avec des tas de conseils, justement, pour être, non seulement pour trouver un métier, mais pour être à l'aise en entreprise, pour savoir comment se comporter, voilà. Et sur le plan de l'information, oui, moi je disais, il y a une espèce de devoir de s'informer. C'est vrai qu'il faut faire un effort pour s'informer. Et on a, dans ce que l'on fait, dans ce que font les médias traditionnels, à la base, on n'a pas forcément les codes pour toucher les jeunes générations, mais ça évolue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, autant le papier, c'est un truc un peu généraliste et ça évolue lentement. Sur le numérique, justement, notre idée, c'est quand même de segmenter, d'aller toucher des jeunes là où ils sont, sur le support qu'ils utilisent, en utilisant des influenceurs ou pas, ou en utilisant vraiment les méthodes. D'ailleurs, on est sur TikTok, sur Instagram, etc. Donc, il y a ça. Il faut les attirer. Et puis après, on s'aperçoit que les jeunes, ils ont un grand besoin d'information. Ils ont envie de comprendre. Ils ont envie de savoir comment ça marche. Mais simplement, il faut réussir à leur parler avec leur langage. Donc on y travaille. Hein, c'est pas gagné. Mais je pense qu'il y a aussi une demande d'information de la part des jeunes, même si l'individualisme est un truc qui a plutôt tendance à se développer, que chacun est dans ses affaires à lui et ne se préoccupe pas toujours de ce qui se passe à côté. Mais malgré tout, justement, c'est notre rôle dans toutes nos activités, parce que nos activités, hein, c'est la formation, mais c'est aussi l'emploi, la culture, la musique, le sport. Donc c'est des activités, en fait, qui, pour la jeunesse, sont des activités qui leur parlent. Donc il faut savoir les trouver là où ils sont. Nous avons la plus belle façade maritime. Je vous ai souvent entendu parler de la mer comme priorité éditoriale du Télégramme. Je ne sais pas si c'est une priorité, mais la mer a toujours été effectivement très, très présente dans le Télégramme, dans ses activités, puis dans les autres activités qui se sont développées depuis. Mais effectivement, on a depuis, je crois que c'était même à la Dépêche de Brest en 1900 et quelques, on avait déjà des chroniqueurs maritimes à l'époque qui étaient souvent d'ailleurs des marins ou
des officiers qui écrivaient sous un pseudonyme. Donc oui, on est clairement entouré par la mer. Donc, bon, la mer, sans oublier l'agriculture. Hein. L'agriculture est quand même la première activité en Bretagne, en tout cas dans l'ouest de la Bretagne. Et donc Armor-Argoët, c'est nos deux, on va dire, nos deux mamelles, si je peux dire. Eh bien, en tout cas, un très grand merci à vous, Édouard Coudurier. On peut vous remercier. Merci de nous avoir dressé un peu les 80 ans du groupe Télégramme. Grand merci à vous. C'était Édouard Coudurier, son président. Merci à vous. La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour le Business Club de l'Ouest. #la réussite est en vous.